Bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir rejoints malgré la pause intersemestre à ce café pédagogique. Donc aujourd'hui, un café où on a un peu bousculé, peut-être ils nous le diront pas, mais nos intervenants qui vont nous présenter en fait l'outil Consensus AI qu'on a à disposition maintenant à la HESSO Valais-Wallis, certainement la HESSO tout court, j'imagine. Ça, c'est Nicolas qui va nous le dire. Et puis, l'idée, c'était de le faire sous une approche alors duale ou triple, si on s'en mêle, nous, en tant qu'utilisateurs naïfs, on va dire ça comme ça, avec des besoins qui sont ceux de Thierry Gaillard en tant que professeur de méthodologie, et puis de l'autre côté, Nicolas qui connaît un peu l'outil et qui va nous donner quelques pistes en fait de ce qu'on a à disposition et ce qu'on va pouvoir utiliser. J'espère avoir présenté correctement votre intervention. L'idée, c'est que ce soit le plus interactif possible, j'imagine. Absolument. Merci Nathalie donc, pour cette petite introduction. Donc l'idée, hein, je passe au sommaire. Donc l'idée, c'est vraiment de donner envie, de faire une sorte de teaser aussi hein, pour vos usages. On le verra un petit peu plus tard, que ce soit dans l'enseignement ou la recherche, donc au niveau de cette double casquette. Donc vous avez ici un petit sommaire. Donc on va évoquer quelques aspects au niveau un peu plus général. Et puis ensuite, c'est surtout de faire une démonstration avec quelques fonctionnalités de l'outil, les différents modes, donc différents éléments. Donc on va débuter par, on va dire, l'écosystème hein, des intelligences artificielles, comment se positionne Consensus en tant qu'assistant de recherche. Ensuite, qu'est-ce que l'outil? Donc, à quoi il sert? Quels sont ses usages? Quelles sont également ses limites? Donc, comment il fonctionne? Puis, comme on l'a dit, donc, un petit mot au niveau théorique sur l'enseignement et la recherche. Et puis après, on tentera de donner quelques exemples, hein, en quoi c'est utile dans ces deux cas de figure. Et puis la partie 5, justement, dédiée à la démonstration. Ce que je vous propose, en tout cas, pendant la partie démonstration, c'est d'intervenir à tout moment s'il y a des choses. Alors, on pourra peut-être pas forcément répondre à toutes les subtilités de l'outil, tous les moindres filtres, moindres menus, mais voilà, de manière générale, ou peut-être vous pouvez aussi apporter votre expérience hein, avec d'autres outils que vous utilisez, puis ça nous permettra aussi un petit peu de comparer les différentes choses qui existent. Donc voilà un petit peu le cadre général. Et puis je passe la parole à Nicolas un petit peu pour les Oui, aspects de l'outil. merci Thierry. Alors, tout d'abord, une première rectification où l'accès test est prévu jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à fin décembre 2026. On avait annoncé août 2026, mais ça a été prolongé. Donc, cet accès test est proposé au niveau HESSO par le service de l'information scientifique et des bibliothèques rattaché au rectorat. Euh, et juste pour rappeler quand même que les bibliothèques sont rattachées ont une organisation aussi au niveau du rectorat qui nous permettent, qui aident les différentes bibliothèques des différentes hautes écoles. Et en fait, dans les modalités pratiques, en fait, il faut s'inscrire, il faut se créer un compte sur la plateforme consensus.app avec votre email de l'école à hevs.ch et en fait, sélectionnez simplement la version premium que vous voulez. Il vous est automatiquement reconnu en fonction des connexions. Il va vous envoyer des codes, vous demander de vous identifier par mail, mais toujours par email. Donc ça fonctionne bien. Comme deuxième élément que je voulais vous donner tout d'abord quand on parle de consensus, en fait, vous savez, il existe différents types de modèles d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle générative qu'on connaît le plus ou qui est la plus populaire, il existe différents modèles, hein, ChatGPT, Gemini, Copilot et d'autres, qui est en fait euh, qui se base sur un contenu qu'on ne connaît pas toujours, sur des données qui ne sont pas forcément à jour ou qui n'est pas toujours connu pour générer du texte. Son utilisation au niveau académique n'est pas forcément recommandée pour générer du contenu. Donc, parce que souvent, en fait, c'est pas sourcé. Et si c'est sourcé, c'est en général des sources Internet ou des sites Internet.
plus les versions sont gratuites, moins les sources sont de qualité, on va dire, hein. Tous ces outils proposent également des versions payantes avec des améliorations. Mais il est apparu des nouveaux outils qui se basent sur ces modèles de grands modèles de langage, qui sont des assistants de recherche. Donc, on utilise la technologie qui utilise la technologie de l'intelligence artificielle générative pour générer du contenu à partir de données sélectionnées et définies au départ, et qui se base particulièrement sur tout ce qui est le Semantic Scala, ou tout ce qui est les données en open access disponibles sur Internet. C'est une chose, mais également de plus en plus également sur le contenu d'éditeurs commerciaux dont le contenu est accessible sous licence. Des grands éditeurs comme Wiley ou d'autres auront signé des accords avec des différents assistants de recherche pour permettre de faire des recherches dans leurs données également. On verra, on pourra répondre aux questions, on reviendra un peu plus en détail là-dessus lors de la démonstration. Ensuite, ben, on s'est un petit peu posé la question du nom de l'outil aussi, hein, puisqu'après on verra qu'il y a aussi dans l'outil un meter, hein, qui permet de voir s'il y a un consensus ou pas sur une thématique qu'on peut lui proposer. Donc ici, on a remis quelques éléments sur ben, ce qu'on entend par consensus scientifique, justement, à savoir que ben, c'est voilà, un ensemble de preuves, hein, vérifiables, acceptées par la communauté scientifique pour une période donnée. Ça, c'est important, hein, pour une période donnée, donc c'est pas forcément gravé dans le marbre. C'est pour ça que ben, ce qui est peut-être vrai aujourd'hui sur une thématique, hein, ben, voilà, tant qu'il n'y a pas eu de contradiction, de confrontation, hein, avec le même protocole, les mêmes exigences, ben, ça peut rester, on va dire, au statu quo, mais sinon, ben, ça peut être amené à bouger. Donc, c'est le dernier point. Toute vérité scientifique n'est donc vraie que tant qu'elle n'est pas invalidée par une nouvelle vérité plus robuste et admise par un nouveau consensus. Donc ça, c'est important aussi de garder ça en tête, hein. Peut-être les recherches que vous allez faire aujourd'hui sur une thématique très précise, ben, peut-être que, enfin, selon la thématique, selon le domaine, hein, l'évolution peut être relativement rapide. Après, bon, c'est peut-être assez surprenant si dans 2 mois c'est l'opposé quand même, mais voilà, ça veut dire peut-être dans quelques années, parce que la recherche a évolué dans le domaine, ben, on peut arriver à des choses qui diffèrent quelque peu. Donc ça, c'est peut-être important aussi de rappeler ces aspects-là. Par rapport à consensus, consensus porte bien son nom, enfin son nom définit un peu son fonctionnement. Donc il essaye justement d'apporter, d'aller de l'opinion aux preuves, donc de vraiment de déterminer sur une thématique, une problématique, d'évaluer les accords, les désaccords, et de les rendre, de les démontrer. Il synthétise la littérature sur une thématique. Ça fonctionne bien sur les questions fermées également, ou les questions en sciences dures, mais aussi en sciences sociales ou économiques. Et en fait, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est un outil d'assistant de recherche, et on propose cette phase de test simplement parce qu'en fait, le consensus nous l'a proposé. Les autres outils d'assistants de recherche, tels Elicit ou d'autres, existent. Ils ont des formats d'utilisation qui sont proches, ils peuvent avoir certaines différences, mais en fait, après, je pense que c'est important de tester plusieurs outils d'assistants de recherche. Vous trouvez des listes, on a sur notre site internet, si jamais des pages, on renvoie aux pages des PFL qui listent les différents outils d'intelligence artificielle. Et il ne faut pas, de toute façon, pas se limiter à un seul outil. Aujourd'hui, on a celui-là, on peut le tester et on peut l'utiliser, donc c'est relativement agréable. Et vous avez ici un peu ce qu'on a essayé de définir par rapport à consensus, hein. Pardon. Peut-être en complément sur le Oui, site de l'EPFL, ce qui est assez intéressant pour chaque outil, enfin, c'est pas non plus totalement exhaustif, mais pour chaque outil, vous avez chaque fois les forces et les faiblesses, hein, limite d'utilisation ou quoi. Dans quel registre c'est pertinent, puis chaque fois les limites et puis les forces des différents outils de manière assez synthétique. Donc, ça peut être intéressant avant de
peut-être dire je vais utiliser tel ou tel outil, ben, d'aller voir un petit peu ce qui est raconté aussi par rapport à ça. Donc ça, le lien, vous le trouvez hein, sur les slides précédentes, juste avant, vous arrivez après à cette page de l'EPFL, puis sinon en allant sur le site de la médiathèque également. Si on prend quelques éléments donc sur l'outil déjà un petit peu de manière générale, hein, donc à quoi il sert? Ben, voilà, pour ceux qui ont testé il y a peut-être au début des IA aussi à s'amuser à faire un état de l'art ou une recherche de la littérature avec les outils classiques, hein, ben, ça pouvait être, merci Nathalie pour le lien. Ça pouvait être un petit peu fastidieux, puis on pouvait se poser même la question à un certain moment si on perdait pas plus de temps que comme on le faisait auparavant. Et justement, ces outils hein, de recherche ben, sont assez puissants pour commencer à recenser les éléments, donc hein, pour gagner du temps. Et c'est notamment ben, beaucoup plus simple aussi pour voir les tendances de la recherche dans un domaine sans devoir voilà, faire ça de manière un petit peu plus artisanale. Donc ça sert à trouver plus vite des articles pertinents, à résumer et pointer les sources. Par contre, évidemment, hein, il y a toujours des limites, hein, comme pour tout. Donc c'est pas un comité de lecture, c'est pas un prof non plus. Et puis, pas une preuve en soi, on le disait, hein, et puis le résumé, on reviendra là-dessus aussi après. Le résumé, il peut aussi se tromper hein, si c'est basé sur des études qui sont, je sais pas, par exemple, quand un échantillon très restreint, ben voilà, peut-être la tendance, ben, elle est à prendre aussi avec des pincettes. Donc, toujours à nuancer, à vérifier par soi-même quand même à la fin hein, et sans prendre tout, on va dire, pour argent comptant. Alors, très rapidement, vous parlez des versions qu'on peut tester. En fait, il existe sur Consensus, vous pouvez l'utiliser en version gratuite, hein. L'intérêt de maintenant, notre version, bon, on a un compte, ça sauvegarde nos recherches et tout. Mais en fait, il y a différentes fonctionnalités. Les principales, vous les avez là, la Quick Search, la Pro Search, la Deep Search. Et en fait, c'est simplement la différence de ces recherches. C'est la profondeur et le nombre d'articles sélectionnés. Vous allez poser une recherche, il va sélectionner 10, 20 ou 50 articles. Et ensuite, il va vous proposer une analyse de ces articles. Il faut savoir qu'actuellement, pour la phase de test, on a une limitation de nombre de deep search pour la phase de test à 50 par personne pour toute la durée de la phase de test jusqu'à la fin de l'année. Ça peut aller assez vite, mais je pense qu'une fois que vous en avez fait deux, trois comme test, vous pouvez commencer à lancer des deep search sérieuses pour votre travail et voilà, afin de limiter l'utilisation de ces recherches. Et la pro est déjà des conseils, enfin, les tests qu'on a fait, c'est que la quick search est vraiment assez limitée par rapport au nombre de résultats et que les résultats peuvent varier en fonction des recherches. Je ne reviens pas maintenant sur les studies snapshot et les ask paper parce qu'on pourra le voir lors de la démonstration. Et ensuite, vous dire en deux mots, hein, on pose une question de recherche. Alors la question peut se faire en langage naturel ou aussi sous forme de mots-clés, d'interrogation booléen en combinant des mots-clés. Mais c'est plutôt pour le langage naturel. Vous pouvez poser la question dans n'importe quelle langue. Il va comprendre toutes les langues. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant en fonction du type de recherche, c'est que vous avez tout- toute la méthodologie que l'outil fonctionne, vous allez rentrer un élément de recherche, il va vous montrer, lui, comment il a traduit ça dans ses éléments pour faire les recherches, les mots-clés qu'il utilise, et ensuite le processus de recherche, et tout va s'afficher petit à petit. Les recherches Quick et Pro sont instantanées, la recherche Deep peut prendre, en fonction de la question, quelques minutes, donc on voit qu'il travaille, qui mouline pas bien. Et enfin, finalement, ce qui est important, intéressant, vous avez toujours, pour toutes les informations qui donnent, un lien vers l'article, vers le document scientifique qui est donné. Donc, il n'y a pas d'affirmation ou d'éléments qui sont donnés sans source. Mais malgré tout, il faut faire attention parce qu'il peut toujours avoir des biais en fonction des thématiques ou si les sources sont faibles. Voilà. Donc, on revient bah, aux Voilà. limites hein, qu'on évoquait avant, donc pour compléter ce qu'a dit Nicolas. Donc, attention aussi au résumé, hein, parce que voilà, il peut y avoir aussi une perte de nuances ou des conclusions peut-être voilà, qui sont peut-être
aussi, encore une fois, à relativiser. Les biais de couverture, ça, vous verrez après, on vous présentera aussi les différents filtres, hein. C'est clair que, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple? Vous verrez, il y a toute une série de pays aussi, on peut filtrer par pays. Il y en a plus d'ailleurs, parce que le nombre de pays répertoriés par l'ONU, mais je ne sais pas si on prend par exemple Mayotte, hein, qui n'est pas un pays, mais qui figure, vous verrez, dans la liste, puis on prend une langue bien spécifique. Ben voilà, il y a de fortes chances qu'on n'ait pas une exhaustivité. Donc, selon ce qu'on va lui demander, hein, le type de domaine, si c'est plus ou moins couvert, donc il y a toujours aussi ça à prendre en considération. Consensus, donc, n'est pas la vérité, c'est un peu ce qu'on disait avant aussi, hein. Si on a 15 études faibles qui disent pareil, ben oui, il y aura une tendance, il y aura un consensus, mais un consensus, j'allais dire, un peu mou ou un peu faible, hein. Puis le risque pédagogique, hein, là, c'est plutôt si on a la casquette ben, études, enseignement, ben, l'étudiant qui croit comprendre sans lire, ça n'empêche pas, hein, que quand on a ensuite les résultats, ben, il faut se plonger dans un certain nombre d'articles, de documents, et puis pas se baser uniquement sur quelques résumés, sur ce que l'outil nous a recraché tel quel. Donc ça, c'est clair que après, pour aboutir, si on veut faire un état de l'art ou une revue de la littérature, ben, on doit aussi passer par ces étapes-là que la machine va pas, ne devrait pas, en tout cas, dans l'idéal, remplacer. Ici, quelques usages. Après, vous aurez la démo justement pour l'enseignement, en quoi ça peut être intéressant. Donc, pour préparer un cours, hein, sur une thématique quelle qu'elle soit, pour obtenir rapidement un aperçu de ce que dit la littérature sur une question. Puis après, ben, en fonction du type de modèle que vous avez utilisé, que ce soit le Quick, le Pro ou le Deep, hein, ben, vous pouvez filtrer un certain nombre d'articles à citer, à mobiliser, à utiliser en cours. Trouver des articles pertinents, ça rejoint aussi, hein, des références récentes, fiables. Ben, là aussi, vous verrez que, un peu comme dans tous les outils, on a des filtres, hein, pour avoir des choses les plus récentes possibles avec des travaux peut-être incontournables sur un domaine. Construire une bibliographie guidée, donc ne pas donner aux étudiants une simple liste d'articles, mais là aussi on peut construire grâce à cet outil une bibliographie organisée, orientée, qui va leur dire ben, par quoi peut-être il faut commencer la lecture selon votre architecture de cours en disant ben, voilà, on a vu, je sais pas, on a abordé tel facteur, mais là, vous pouvez agrémenter de deux, trois articles qui développent un peu cette partie-là, puis ensuite on passe à autre chose, on dit, ben voilà, là, vous avez quelques articles qui peuvent également être utiles, donc ça peut être aussi intéressant à ce niveau-là. Créer un débat, ça aussi, ça peut être assez sympa, hein, sur la base d'articles, parce que vous verrez que l'outil, ben, pour certaines choses, le consensus, il est très tranché, on va dire, mais pour d'autres, ben, selon comment on formule aussi, ça va être plus nuancé, puis ça peut être intéressant de faire rebondir les étudiants en organisant, par exemple, un débat en disant, ben voilà, il y a une partie de la littérature qui va plutôt dans ce sens-là, une partie qui est plutôt ben, contradictoire, toujours sur des articles, des documents de qualité, puis ça permet ben, de nourrir le débat en s'appuyant sur des choses scientifiques et puis pas des choses qu'on trouve comme ça où on ne sait pas d'où viennent les sources, hein, comme on le voit habituellement peut-être en caricaturant un peu, mais ce qu'on peut voir dans les cours, hein, dans les classes parfois. Et puis ben, tout ça dans le but toujours, hein, c'est ce qu'on recherche aussi, la finalité de tout ça, c'est aussi de former à l'esprit critique, voilà, pour que les étudiants ben, ne prennent pas tout, pour une fois au pied de la lettre, ce qu'ils trouvent avec les IA classiques, mais d'avoir aussi un esprit critique, que ce soit avec les IA classiques ou même avec des outils, hein, comme Consensus, d'avoir tout le temps, en se disant tout le temps, bah, qu'est-ce que je fais, comment je vais utiliser ce que me recrache quelque part l'outil. Donc ça, c'est quelques usages qu'on pourra étayer un peu après pour la partie enseignement. Et puis pour la partie recherche, hein, bah aussi cadrer un sujet. Donc là, ben, clarifier les concepts, s'il y a des sous-questions également. Donc voir aussi, ça permet aussi d'identifier ben, là où la littérature elle est un peu plus conséquente et puis où elle l'est moins. Identifier les auteurs principaux aussi, les auteurs, hein, sur une thématique qui ressortent de manière récurrente. Ça peut servir aussi à prioriser un plan de lecture, hein, si on a une stratégie aussi pour avancer
dans notre recherche, hein, en disant qu'est-ce qu'on veut comme type de littérature? Est-ce qu'on veut des méta-analyses? Est-ce qu'on veut des choses un peu plus, des études un petit peu plus récentes, plus ciblées, plus pointues? Donc on peut construire comme ça une progression dans l'avancement de sa recherche. Cartographier les résultats, c'est aussi assez intéressant. Vous verrez après pour identifier des gaps dans la littérature. C'est pas mal, ça fait une sorte de tableau. Enfin, ce sera plus visuel dans la démonstration, mais pour identifier les gaps plutôt que se creuser la tête ou chercher à l'aide de comment on pourrait le faire habituellement. Et puis, préparer un état de l'art aussi, hein, d'avoir une première synthèse aussi structurée par les articles sélectionnés. Donc voilà un petit peu les différents éléments, puis après on essaiera de vous faire la démo de ces différents points. Donc dans la démonstration, ce qu'on a prévu dans les grandes lignes, c'est déjà que vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, un petit peu à quoi ça ressemble, donc l'ergonomie de manière générale, les filtres aussi, un certain nombre de filtres, hein, à disposition, donc comme on en a sur d'autres outils, mais on peut filtrer un certain nombre de choses, et puis tentera donc de faire un peu de montrer un peu les usages dans l'enseignement, dans la recherche, avec les trois fonctionnalités, hein, les trois qu'on évoquait avant. Ce que disait Nicolas aussi avant, le snapshot, hein, à quoi ça sert, enfin, à quoi c'est utile. Et puis, on peut aussi interroger des articles, un article ou plusieurs articles en même temps, en posant des questions sur des articles ciblés. Et puis après, d'autres choses, hein, peut-être. Vous avez aussi des questions plus spécifiques, plus particulières. Jusque-là, sur la partie un petit peu plus introductive, générale, est-ce qu'il y aurait déjà des questions avant qu'on passe à l'outil, à la démo? Moi, j'ai juste une question. Quand vous avez présenté l'outil gratuit payant, on est d'accord que nous, on a une version payante mais limitée, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui, en fait, on a la version payante et on a une limitation de 50 recherches deep pour la période de test, qui Voilà, est mais tout le normalement reste, c'est limitée, limité. qui est Tout le reste, limitée à 15 par mois normalement dans la version payante. d'accord. Mais on n'a pas de limite dans les pros et dans la pro Ok, et dans merci. les autres. Et par la suite, en fait, parce que finalement, Consensus propose une licence pour toute la HESSO qui n'est pas très très chère, donc a priori, on devrait certainement prendre cette licence. On ne sait pas si on sera limité à 15 dips par mois, mais ça, c'est encore à voir. Les autres, est-ce qu'il y aurait des questions sur la partie introductive ou des choses pas claires jusque-là? Ça joue comme ça. Vous OK. êtes trop clair. Ouais, Pas du tout. très clair. À choisir. Alors, on va. Hop, là, est-ce que vous voyez Tout bon. la page? Alors, je vais peut-être commencer par quelques éléments. Après, on peut aussi faire des tests en direct, hein, mais on s'est amusé à tester quelques éléments. Donc là, c'est plutôt en mode enseignement. Donc, vous voyez le contexte, hein. Donc, j'ai demandé ici, voilà, si j'ai une thématique sur la crise de 2007-2008, la crise des subprimes, j'aurais souhaité quelque chose, ou peut-être non, on va commencer d'abord, j'arrête là, on va commencer par les filtres d'abord, puis après on va prendre les exemples, peut-être pour vous montrer un peu les différents. Ils apparaissent là, vous les voyez sur la droite, les filtres, oui, c'est bon. Oui, c'est bon, mais je n'ai Alors, pas vu que tu avais cliqué pour voir les filtres, par contre. c'était dans la requête, si je reviens, si je les referme, si vous allez simplement en bas à droite, quand on Alors, en bas, demande voilà, en bas, ouais, Ouais. d'accord. Donc là, vous cliquez simplement sur filtre et puis ça apparaît à droite. Donc il y a des choses assez classiques, hein, typiquement les années de publication. Donc on peut soit personnaliser nous-mêmes, soit vous voyez vers le haut mettre voilà, les 2 dernières années, les 5 ans, les 10 ans, les 10 dernières années. Donc voilà. Donc vous pouvez entrer des dates, moi, c'est assez classique. Ensuite, le ranking des différents journaux. Donc là, ça dépend aussi. Après, vous pouvez sélectionner le domaine, donc les différents rangs, donc du Q1 plus élevé jusqu'au Q4. Donc ça aussi, ça vous permet peut-être de sélectionner, si vous voulez, vraiment des choses élevées ou des choses peut-être un peu plus générales. Le nombre de citations également.
Euh, il y a la version, donc on verra après, enfin l'option pour poser des questions à différents articles. Je vois que c'est en mode bêta, mais en tout cas, enfin, on l'a testé, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on a encore? La méthodologie, donc ça peut être assez intéressant aussi, hein. C'est assez vaste, hein, puisque ben, vous voyez que vers le fond, il y a même des choses qui ont été faites sur les animaux, in vitro, etc. Donc, selon le domaine, hein, d'où vous provenez, donc ça va de la méta-analyse à des revues de la littérature, à des observations, enfin, à différents types d'études qu'on peut sélectionner ici. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc, je parlais avant aussi du champ d'études ici. Donc là, si vous voulez vraiment cibler, hein, selon la question de recherche aussi ou le cours, hein, ben, est-ce que c'est uniquement, je sais pas, en économie, en biologie, enfin, ou si vous voulez ratisser un petit peu plus large. Donc là, il y a aussi matière à intégrer à différentes choses. Et puis, je pense que c'est un tour fermé. Ouais, voilà. Puis le dernier point donc, que j'évoquais avant, aussi les différents pays. Ouais, il y en a 236, hein, donc plus que les 195 existants, mais parce que vous avez aussi ben, des îles ou des entités autonomes, etc. Donc là, ben, c'est clair que si c'est très ciblé, vous allez peut-être trouver moins de choses. Donc là, c'est à vous de voir un petit peu ce que vous cherchez, si c'est vraiment de la littérature spécifique à un pays ou si c'est vraiment plus large. Donc, vous pouvez aussi filtrer par rapport à ça. Donc ça, c'est les filtres de recherche. Et puis donc, si on prend l'utilisation donc pour l'enseignement, ce que j'évoquais avant, là vous voyez toujours la page centrale, j'imagine donc sur la crise des subprimes. Si on demande là, on a demandé la chronologie donc du contexte jusqu'à sa propagation. Et peut-être juste en Oui, préambule, si tu remontes, oui. allez voir les éléments qui nous donnent, si ça fonctionne. En fait, vous voyez que là, vous avez le texte qui a été rentré par Thierry, hein. Et en fait, vous voyez ici, sur la droite, ce que Consensus a fait comme recherche. Lui, il a traduit la question de Thierry en dans deux questions qu'il a effectuées dans la base de données et ensuite on a le résultat de ça. Donc ça peut être intéressant aussi de voir ces éléments comme ils sont définis par l'outil. Mhm. Voilà. Et on a toutes les étapes, en fait, en fonction du type de recherche et tout. On peut en avoir plus ou moins. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir tout le développement de la méthodologie de recherche de l'outil. En l'occurrence, là, j'avais utilisé la version pro, hein, j'avais pas mis la Ouais. version deep, hein, mais voilà, il y a déjà pas mal de choses. Donc, si je reprends quelques éléments, donc ça vous met un petit peu ici, vous voyez, enfin, on va pas faire tout le détail, hein, mais la trame, hein, la trame de départ de la crise. Et on a aussi, ce qui est assez intéressant, ben, on a des synthèses, hein, il y a des tableaux, il y a différentes visualisations assez intéressantes. Donc, il me parle ici ben, de la bulle entre 2001 et 2006, donc un petit peu avant la crise, avec les mécanismes clés et puis comment ça s'est, enfin, quels ont été les mécanismes aussi de contagion. Enfin, le but, c'est pas de rentrer dans la crise, mais ça vous montre un petit peu une synthèse jusqu'au déclenchement et puis ben, qu'est-ce qui s'est passé, hein, la panique qui a suivi la crise globale, etc. Donc là, on a quelques éléments déjà. Puis vous voyez que là, j'ai posé une question un petit peu plus bas. Est-ce qu'il y a des facteurs explicatifs de l'émergence de la crise qui font consensus? Et là, c'est assez intéressant, on reviendra à ce consensus Metter un petit peu plus loin dans la recherche aussi, quand on prendra la casquette recherche après. Donc là, ben, on nous dit que oui, hein, visiblement, en tout cas dans l'analyse qu'il a fait, il y a des facteurs hein, qui convergent, qui font consensus pour dire ben, la crise, le début de la crise, en tout cas, est dû à ça. Et puis, il nous donne bah, justement quelques éléments, donc crédit trop abondant, explosion des pré-subprimes, bulle immobilière, titrisation, le fait de
transformer des créances en titres, etc. Et puis, il y en a aussi, donc, facteurs importants, mais plus débattus. Puis c'est là que ça peut être intéressant pour le débat dont on parlait avant, hein, de dire, ben, on peut après mettre les étudiants peut-être sur des facteurs qui font pas consensus et puis les faire travailler en groupe en disant, ben voilà, vous soutenez une thèse qui dit ça, puis vous soutenez l'autre thèse. Donc là, ça vous donne des facteurs qui semblent être, enfin, qui sont importants, mais qui sont un peu plus débattus. Donc, il y a quelques éléments ici, le rôle de la Banque centrale, etc. Voilà. Et puis là, je lui ai demandé quel débat pourrait-on prévoir sur un facteur qui fait justement débat. Bon, voilà. Et puis là, il me propose quelques éléments. Et puis j'ai pris, donc j'avais pris, sauf erreur, le rôle de l'État là-dedans, hein. Est-ce que ben, l'État en a fait assez ou pas assez, justement? Puis là-dessus, donc, certains accusent un État trop absent, par exemple, surveillance, protection des emprunteurs. Sur la base de cet élément, peux-tu identifier des articles qui sont en accord avec cette affirmation et d'autres qui sont en désaccord? Il me faut 3 articles de chaque camp. Et puis là, ben, il sort justement, donc, article accusant un État trop absent. Vous avez 3 articles ici, ben, vous pouvez voilà, dire, voilà, il y a un groupe avec ces 3 articles, et puis il y a un groupe avec l'autre thèse qui dit ben, que plutôt en désaccord, ben, que l'État, semble-t-il, fait son travail. Juste Oui, une remarque pour bien comprendre comment l'outil fonctionne. En fait, là, il a fait une recherche pro. Donc, il a sélectionné d'abord, la première étape, c'est de sélectionner 20 articles sur lesquels il va produire ensuite son analyse. Et en fait, vous avez au début de la recherche la possibilité de voir tous les articles. Et en fait, ils sont numérotés là de 1 à 20. Et vous avez chaque fois dans les informations le lien vers l'article avec le détail de l'article ou un accès au texte intégral s'il est accessible. Alors, quand ils sont en open access, il n'y a pas de problème. Il faut, et si c'est des documents qui sont sous licence, si on a accès sur les bases de données, si on a des accès. J'en profite pour rappeler que si vous n'avez pas d'accès à un article en ligne, vous pouvez toujours demander une copie à la médiathèque. On vous les livre gratuitement avec plaisir et rapidement, normalement. donc C'était la voilà. minute publicitaire. Donc, dans la partie enseignement, plein de choses qu'on peut faire. Là, je lui ai demandé après, puisqu'on a souvent une innovation à la base des crises économiques. Là, en l'occurrence, il n'avait pas très bien compris où je voulais en venir, donc j'avais reposé la question un petit peu plus bas. Je parlais d'une innovation à l'origine des crises. Je lui ai donné quelques exemples, et puis là, après, il m'a fait la liste des différentes crises majeures économiques en disant, ben oui, voilà, il peut avoir, ça peut être une innovation, enfin, très concrète, ou bien mécanisme financier ou autre, etc. Donc là, ben, typiquement, ça reprend différentes crises avec l'innovation, ben, la titrisation. Et puis plus bas, je crois que je lui avais encore demandé pour la bulle Internet ou différentes choses. Donc chaque fois, il sort des résultats. Et puis on peut avoir, après une synthèse d'un article, par exemple, hein. J'avais pris un article au hasard, faire la synthèse d'un article. Puis peut-être je vous montre directement ici, avant qu'on oublie le snapshot, justement. Si je prends, je sais pas, on va prendre un article, je remonte un petit peu. Lequel on pourrait prendre, je sais pas, celui-là, par exemple. Si on prend cette, oups, ça n'a pas, ouais, ou on le fait peut-être après avec la recherche. Ouais, ici, sinon on peut le faire là. Euh, Donc là, ouais, là par contre, il dit on peut, ouais, il y a les 2 fonctions. Là, il va dire justement la méthode qui a été utilisée dans l'article, hein, les résultats, donc différents éléments sur l'échantillon, sur comment ça a été fait. Donc en gros, c'est comment l'étude a été réalisée. Et puis après, je vous montrerai un petit peu plus loin comment on peut questionner après des articles aussi plus spécifiquement, un ou différents articles, hein, puisqu'on peut s'amuser à le faire de différentes manières. Donc, c'est quelques usages ici, rapidement sur la partie enseignement. Nicolas, tu voulais rajouter? Juste peut-être quelques données, un ou deux petits trucs techniques. On voit ici les sources qui sont utilisées. On peut les visualiser pour qu'elles ne fassent partie ici. Les 20 sources.
Mais en fait, vous avez la possibilité normalement de pouvoir j'ai testé de pouvoir les importer dans Zotero aussi. En fait, il y a une nouvelle sur le site de Consensus. On peut créer une clé et relier Zotero à son consensus et importer dans Consensus des articles qu'on a dans Zotero et aussi relativement facilement enregistrer des articles de Consensus dans Zotero. Donc le lien peut se faire dans les deux sens. Ce qui est assez intéressant si vous avez des articles dans votre Zotero et que vous voulez interroger ces articles, vous pourrez directement les importer depuis votre Zotero. Sur la partie enseignement, rapidement, avant qu'on passe à la partie recherche, est-ce qu'il y a des choses qui vous sont venues à l'esprit en disant, ben, est-ce que ça pourrait être intéressant d'utiliser dans tel cas de figure, puisque là, c'est juste un exemple hein, sur un domaine spécifique, mais est-ce que sur la partie enseignement, ça nourrit la réflexion, ou est-ce qu'il y a des questions plus particulièrement avant qu'on passe rapidement à la partie, les usages qu'on peut en faire dans la partie recherche également? Ça joue. Donc, sinon, on peut y revenir à la fin aussi également. Donc là, on voulait vous montrer aussi l'utilisation. Donc, dans la recherche, donc j'ai pris un thème, vous verrez au début, au sens assez large. Et c'est ça qui peut causer aussi problème, hein, selon comment on va prompter pour que ce soit le plus spécifique possible, pour que justement l'outil donne un consensus ou pas par rapport à notre question qu'on va lui poser. Alors, si je prends le premier cas de figure, je ne sais pas si c'est dans le bon ordre, non, c'est le mauvais ordre, c'était. Je voulais commencer par le quick. Alors, je reviens juste en arrière. Oui, il y a encore quelques améliorations qu'ils pourraient faire. On voit que quand on navigue, on a toujours notre historique, mais en fait, dans l'historique, on n'a pas le type, on n'a pas trouvé de savoir comment afficher le type de recherche qu'on a fait. Donc là, on a des recherches, la même recherche fait Non, je sais trois plus types lequel j'ai différents. pris. Je sais pas. Oui, alors, c'est bon. Alors, vous voyez ici, enfin, ce qui pose problème là dans la question de recherche, c'est qu'elle est quand même très générique, très générale. Donc, télétravail, on ne sait pas le dosage, hein, on ne sait pas si c'est un jour par semaine, 5 jours par semaine. Productivité, c'est aussi très très vaste, hein. Qu'est-ce qu'on met là derrière? Est-ce que c'est pour un secteur d'activité? Donc, il y a plein ce qui fait que la question, elle est quand même très très large. Alors, il donne quand même dans le quick, vous voyez qu'il y a quand même 60% de consensus qui dit, a priori, ça augmente la productivité, ou en tout cas la perception qu'on a de la productivité. Si on regarde un petit peu, donc c'est sur 10 sources, là, ce que nous donne l'outil. Donc, vous avez les résultats avec les 10 articles. Et puis peut-être qu'on peut montrer maintenant si on veut demander quelque chose, un papier. Donc là, j'en ai pris un. Vous voyez que ça le sélectionne ici. Puis ça écrit maintenant ce qu'on peut demander au papier. Qu'est-ce que je pourrais lui demander comme. Il parlait de quoi celui-là euh, là, je sais pas, l'impact du Covid sur. J'en sais rien. On verra De ça. la santé mentale. Ah, c'est du télé-impact. Alors, du Covid sur la santé mentale. Ouais, voilà, il parle un peu de ça. Donc, Alors, on va voir ce que ça nous donne, hein. Donc là, ça va être ciblé sur cet article. donc, il te répond toujours dans la langue que tu interroges, égale la langue du papier. Oui. Oui, Après, tu peux lui demander encore de te répondre dans une autre langue, mais normalement, c'est la langue. L'utilisation. Tu as un espace personnel dans lequel tu peux définir aussi la langue de l'interface et tout. mhm. En bas à gauche, il y a différents paramètres dans les settings. Il y a différents paramètres qui sont Voilà, là. langue préférée par défaut, en tout cas, je sais pas, ou je Ouais, sais plus si je je l'ai crois que réglé. c'est pas. Les notifications, peut-être, dans les recherches, les deep, les recherches profondes, notifications, si vous les désactivez pas, vous allez chaque fois recevoir un mail à la fin quand il a terminé. Ça peut être un petit peu fastidieux. Donc ça, moi, j'avais typiquement été modifié. Donc il y a quelques préférences, en effet, qu'on peut aller. Et Ça je nous dirais permettra encore. de compter quand on arrive à 50. Voilà. Mais tu as l'indicateur hein, qui te dit Ah, combien il t'en reste, hein. Si je vais dans New Thread, là, si je vais dans Deep, tu vois qu'il m'en ah reste voilà. plus que Ouais. 40. J'en ai déjà épuisé 10.
Et c'est assez intéressant qu'on a son compte, on reçoit régulièrement, alors on n'est pas tous les jours, mais assez régulièrement des mails, le consensus qui nous donne les nouvelles avancées. Ça, ils développent, les outils se développent assez rapidement. Et là, il y a eu l'intégration de Zotero, on a vu que dans les paramètres, on pouvait synchroniser avec sa bibliothèque Zotero. Et ça évolue assez rapidement et on reçoit des informations qui sont souvent intéressantes. Mhm. Ah, moi, je l'ai testé, hein, l'intégration avec Zotero, ça marche bien, hein. Mm. Donc là, j'ai pris maintenant sur la même question le DIP. Donc vous voyez qu'on est aussi, avant, on était à 60, là on est à 62. Et c'est l'intermédiaire, par contre, je vais peut-être pas tout faire la démo, mais l'intermédiaire, on retombait, je crois, à 30 ou à 40. Donc il y avait le consensus était beaucoup plus nuancé hein, par rapport à cette question trop générique. Ce qui est intéressant aussi, si on prend le DIP, hein, pour regarder un peu comment c'est fait aussi, donc sur combien il a identifié de papiers, ensuite qu'est-ce qu'il a, sur quoi il a mouliné, qu'est-ce qui a été éligible, et puis qu'est-ce qu'il a considéré finalement à la fin. Donc, vous voyez un petit peu la progression sur comment il a fonctionné pour arriver jusqu'à ces résultats. Puis après, ben, je vous laisserai tester aussi par vous-même, regarder un petit peu les différents éléments. Donc là, il donne quand même un certain nombre de choses. Vous avez aussi un nuage de points qui est assez intéressant. Donc, il y avait déjà quelques recherches en 2006, 2012 aussi, et puis une majorité de recherches qui s'est fait. Puis plus ça apparaît en grand, plus il y a un grand nombre de citations, plus le, le- le chiffre est grand. Et puis, vous avez les contributeurs clés aussi, que vous retrouvez un petit peu plus bas. La discussion, et ben, là aussi, c'est intéressant, hein, les évidences ou celles qui sont plus nuancées. Par exemple, le télétravail modéré augmente la productivité. Hein, effet positif confirmé par plusieurs méta-analyses, blabla. Ensuite, effet hétérogène selon le secteur, tâches et facteurs individuels. Puis par contre, ce qui est plus nuancé, télétravail intensif ou mal encadré peut réduire la productivité, par exemple, hein, ou les outils numériques et la culture d'entreprise sont des facteurs clés. Ben, là aussi, c'est un peu plus discuté, etc. Et puis, ce qui est pas mal, justement, c'est ce dont on parlait avant, c'est les trous dans la littérature ou les choses qui ont été moins documentées, moins recherchées. Alors, vous voyez ici, par exemple, que le secteur des services avec la productivité, mais auto-déclarée, donc là, il y a peut-être encore malgré tout des choses à faire, mais ça a été plus documenté, puis il y a plus de recherches là-dessus. Par contre, je ne sais pas si on prend le secteur industriel et puis en lien avec l'isolement du télétravail, ben ça, visiblement, il y a eu deux études là-dessus, donc des choses qui permettent, pour certaines thématiques, il y a même, celle-là, si je bouge la page, ouais, certaines, il y a même le mot gap hein, qui vient carrément là, à chaque fois une et une, mais donc ça peut être aussi pas mal hein, d'aller voir les gaps dans la littérature. Et puis en prolongement, ben, quelles sont les voies de recherche potentielles intéressantes. Donc ils vous en donnent quelques-unes en dessous. Donc par exemple, hein, ben, pour pas réinventer la roue, quels sont les effets à long terme du télétravail sur la productivité réelle mesurée? Par exemple, après, c'est toujours à analyser, à voir. Hein. Là, il faudrait probablement aussi choisir un secteur d'activité. Ça me semble encore un petit peu large. Comment optimiser le télétravail pour les métiers collaboratifs ou les jeunes actifs, ce genre de choses. Donc, pour donner aussi ben, des pistes de réflexion pour la suite. Et puis, je change maintenant. Donc, quelque chose de plus pointu médical, où là, on a moins peut-être comment dire, même si ça ne veut pas dire que c'est tout cuit, puis il n'y a pas des choses peut-être à ajuster, mais là, vous avez une question plus précise et c'est ce vers quoi on vous encourage, hein, c'est d'avoir des questions plus spécifiques. Ben là, on se demande chez un patient hein, avec une apnée ben, du sommeil, l'appareil qu'on peut lui donner, est-ce que ça va réduire sa somnolence la journée grâce à cet appareillage? Donc là, on voit avec la version Quick, hein, ben, on est à 100% quasiment de consensus. Si on prend la version Pro, vous voyez que c'est un petit peu plus nuancé. Il y a quand même quelques études qui répondent non, mais ça va dépendre peut-être aussi, là, c'est tout expliqué plus bas, hein, de ce qui fait un petit peu débat. Si je descends.
Je ne sais plus où c'était, j'ai été trop vite, je pense. Ou c'est après dans la... Ben voilà, par exemple, si quelqu'un a une apnée légère du sommeil, ben peut-être qu'il ne sera pas fatigué la journée, donc l'appareillage va pas forcément entraîner des effets bénéfiques. Donc voilà, il peut avoir des nuances de ce type-là ou d'autres choses. Enfin, je ne vais pas spécialiser là-dedans, peut-être l'utilisation, etc. Et puis, même chose sur la version DEEP, donc sur les 50 sources. Là, on est à 84 et puis on a aussi quelques petites nuances, hein. Là, de nouveau, c'est quand même la version vers laquelle on vous propose de tendre le plus, puis c'est celle-là qui va être la plus intéressante avec chaque fois le nuage de points, les auteurs clés, les discussions possibles et puis justement les choses peut-être qui restent encore à discuter, hein. C'est ce qu'on disait avant, si on a une somnolence, si elle est moindre, on va peut-être pas voir l'impact de l'appareil. Euh, voilà, différents éléments. Et puis là, vous voyez qu'il y a des gaps, par contre, clairement, hein. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait... Ouais, par exemple, les personnes âgées de plus de 70 ans, sur la somnolence résiduelle, visiblement, là, ça peut être, semble-t-il, documenté, par exemple, hein. Donc, ouais, c'est toute la partie sur les personnes plus âgées, hein, sur l'effet placebo aussi, ce genre de choses. Donc là, il y aurait visiblement des choses à faire, hein, plutôt que la réduction, enfin, le fait de se sentir mieux si on est appareillé, si on a vraiment une apnée sévère. Et puis les questions de recherche, même chose dont on parlait avant, et les différents articles que vous retrouvez en dessous. Donc voilà un petit peu les différents éléments. Je ne sais pas si on Oui. en a oublié comme ça. Non, mais pour résumer, comme conseil, on pourrait dire de, en tout cas pas se limiter à la recherche quick, de commencer par faire des recherches pro afin de bien voir une idée, vous avez une problématique et de bien centrer votre problématique. Et si vous avez vraiment le cadre clair que vous voulez interroger et observer, passer à la recherche deep, c'est simplement aussi parce que les deep, le nombre est limité, donc il ne faudrait pas lancer systématiquement des recherches deep, mais en tout cas, la recherche pro sur 20, ce qui vous permet déjà de cerner une problématique, d'essayer différentes questions, de voir comment l'outil interagit, et ensuite de pouvoir passer à la deep pour pouvoir poser vos questions la plus précise possible et la mieux possible. Donc plutôt des questions fermées, hein. Après, ça n'empêche pas de, voilà, si on veut commencer un peu selon une logique de l'entonnoir, j'avais par exemple mis je sais pas, les bonnes pratiques d'onboarding dans l'entreprise, on a aussi quand même des résultats, des choses qui arrivent assez intéressantes, mais c'est clair que c'est très large, hein, puisque j'ai pas spécifié peut-être le public cible, le secteur d'activité, enfin, plein de paramètres qu'on pourrait beaucoup plus pointus. Mais après, au départ, hein, peut-être pour avoir une idée un petit peu plus large, on a quand même, là, si vous regardez, hein, informer, accueillir, guider, socialiser. On a déjà quand même quelques pratiques, hein, qui peuvent être intéressantes, hein. Donc voilà. Là, je lui ai demandé sur quel échantillon se base un article. Si on fait j'avais posé une question sur un article spécifique, donc il va dire, là, en l'occurrence, c'était petite entreprise locale de logiciels qui opère en Serbie. Donc voilà, par exemple. Donc après, vous pouvez vous amuser, c'est un peu comme toutes les IA à l'infini, hein, à creuser, mais au bout d'un moment, voilà, il faut fermer le robinet puis on dire, j'ai ce qu'il me faut pour avancer dans ma recherche ou mon enseignement et puis avancer dans ce sens-là. Voilà, alors nous, on a plus ou moins dit, me semble-t-il, ce qu'on avait prévu de vous raconter, mais après, si vous avez vu des choses, des onglets. Alors, comme on le disait, on ne peut peut-être pas répondre à tout, mais est-ce qu'il y a des questions, des remarques Alors, il y a une première question de Vincent. Vincent, vas-y. Oui, merci beaucoup, messieurs, pour la présentation, très instructif. Est-ce qu'il existe peut-être un outil pour nous de vérification d'une base qui serait utilisée par des étudiants, donc ce qui serait sorti d'un travail, et une manière de l'analyser rapidement avec un contre-outil, si on veut, à ce qu'ils auraient utilisé? Donc, tu dis au final un outil qui repère l'usage de l'IA, c'est ça Oui, c'est ça, l'usage C'est de ça. l'IA qui pourra attester que finalement ce qu'ils ont réussi à sortir d'une telle recherche est peut-être pertinent et intéressant à prendre en compte. Ouais. À ma connaissance,
pas directement. Maintenant, en fait, la question, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un outil, Consensus, c'est un outil qui fonctionne comme si on veut, comme un moteur de recherche traditionnel dans les bases de données. Simplement, il est hyper plus performant et il fait la synthèse et il fait des choses. Donc, clairement, c'est compliqué ensuite à reprendre vu que les données qui sont fournies elles sont sourcées, on a les sources et tout, donc ça va être compliqué à identifier. On peut oui, on peut soupçonner que ça provient d'une IA, mais après, clairement le définir, ça va être compliqué. Et puis, il y a des faux positifs, des faux négatifs, donc c'est assez. Enfin, bon, il y a des outils qui existent. Après, ils sont plus ou moins fiables, qui disent, bah, ça a été mouliné par une IA. Ouais, là, le style rédactionnel aussi, il y a quand même pas mal de choses où on peut avoir une forte conviction, mais après, enfin, peut-être Nathalie pourra compléter, mais au niveau juridique, légal, de dire, parce qu'il y a certains qui ont remis des articles qu'ils avaient fait il y a peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi, il y a 30 ans, dans des outils qui repèrent des IA, alors que ça n'existait pas à l'époque, hein, et ben ça ressort, je dis n'importe quoi, 80% généré par l'IA, parce que c'est un langage académique. Donc, en caricaturant, j'allais presque dire, on doit bientôt enfin, écrire mal pour que ce soit plus repéré par des outils. Mais donc voilà, juridiquement, je veux pas trop rentrer là-dedans, parce que je ne suis pas spécialisé là-dedans, mais je crois que c'est assez délicat. En tout cas, on peut avoir de faux soupçons, enfin de vrais soupçons, mais après, pour prouver noir sur blanc, puis dire, ben ça a totalement été généré par une IA, c'est un petit peu compliqué. Mais Nathalie, peut-être, si tu veux Je réponds compléter. volontiers. Donc, on vient d'avoir une réponse, une information de Richard Emmanuel Estes du SADAP, hein, donc le service d'appui pédagogique de la HSSO, qui clairement nous dit on ne doit pas aller vers cette direction-là de chercher à prouver que ça a été fait ou pas par l'IA, parce que c'est très compliqué. Et comme tu dis, Thierry, c'est juste, il y a des faux positifs et des faux négatifs, ouais. Moi, je me référais plutôt, et je vous le mettrai en copie, à l'étude qu'a fait l'Université de Sherbrooke et qui nous propose une approche de l'IA que je trouve pragmatique et assez sensée. C'est qu'elle nous dit, voilà, on est face à une bête, il faut juste être clair, un gros machin qu'on ne sait pas trop s'il est gentil ou pas, et a priori, ça peut aller dans tous les sens. Et on a deux façons de réagir. C'est soit on combat la bête, et combattre, un des outils pour le combattre, c'est effectivement de chercher des outils qui vont pinailler pour savoir si oui ou non ça a été fait avec l'IA, ou alors on apprivoise la bête. Et en fait, franchement, nous, on va vous aider. On est en train de travailler là-dessus pour apprivoiser la bête en disant, voilà, effectivement, on sait aujourd'hui massivement, nos étudiants l'utilisent l'IA, ça c'est clair, c'est prouvé. On a encore fait une étude chez nous auprès de nos étudiants. C'est plus de l'ordre de l'incrémental, c'est massif. La bonne nouvelle, c'est qu'ils l'utilisent mal pour l'instant, donc on le voit. Et ceux qui l'utilisent bien, on ne le voit pas, mais c'est qu'ils savent très bien le faire. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit s'aiguiller, enfin, en tout cas, s'orienter différemment. Et moi, je pense qu'on doit apprivoiser la bête, c'est-à-dire être transparent avec nos étudiants, dire quand est-ce qu'ils ont le droit, pas le droit, leur montrer comment est-ce qu'on peut l'utiliser bien ou mal, et puis faire comme on le fait là, en fait, finalement, parce que, enfin, moi, je suis plutôt bluffée, parce que si on le regarde pour nos métiers, quelle aide, quoi, quand je vois qu'il a lu, non, faut peut-être pas dire lu, mais en tout cas, traité méthodologiquement avec des données, des milliers d'articles. Oh, je veux dire, qui a le temps de faire ça? Je veux dire, nous, on est très fiers quand on en a lu 50, 60, on se tape sur l'épaule en disant c'est trop cool. Mais là, on atteint des degrés de capacité de tri de l'information qui sont incroyables. Donc, plutôt les aiguiller à comment utiliser ça est bien, plutôt qu'essayer de chasser. Mais effectivement, on est face à un problème quand même, ça, il faut le dire. Il y a Guillaume qui avait une question aussi, qui lève la main. Guillaume Choup, qui est notre collègue de la HEP. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation de consensus dont j'avais déjà entendu parler. J'ai deux questions, enfin c'est lié. C'est pourquoi est-ce que vous vous êtes attardé sur consensus? Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi consensus? Et puis du coup aussi, est-ce que vous avez testé d'autres outils comme Elicit ou Mata ou SciSpace, Jenny, il commence à y en avoir une pléthore. Et puis, Claude, ChatGPT ou Gemini ont aussi des deep search. Donc, je me demandais, voilà, qu'est-ce qui a fait que vous avez
porté votre attention sur cet outil plutôt qu'un autre et si vous avez pu comparer avec d'autres? Alors que clairement, ça a été une offre de consensus qui fait des offres aux universités et qui propose ces phases de test. Donc, on en a profité qui n'était pas proposé par les autres fournisseurs d'IA. C'est pas un choix, on l'a mentionné au départ, il y a beaucoup d'outils qui existent. Ils ont tous plus ou moins les mêmes fonctionnalités, des avantages, des inconvénients. Il s'agit de ne pas se limiter à un seul outil. Et il peut exister on a essayé de regarder, de trouver de la littérature ou des gens qui avaient fait des études. On avait même demandé à ChatGPT de nous faire une comparaison entre Elicit et Consensus. On a beaucoup de possibilités. On n'a pas, on est bien conscient, enfin, on est conscient qu'il y a beaucoup d'outils. Il y en a qui vont disparaître, d'autres qui vont encore venir. On est dans une situation, mais on n'a pas on n'a pas un intérêt particulier. On recommande pas plus cet outil qu'un autre. Par contre, on a eu ils nous ont offert l'opportunité de le tester. Voilà en gros pourquoi il y a ce test à lieu. Et cet outil est clairement, eux veulent se positionner dans le monde académique de façon un peu plus forte que les autres qui n'ont pas proposé ces phases de test. Et après, je pense de toute façon qu'il faut quand même passer en revue les principaux et les sites et d'autres et les tester une fois. Mais les versions gratuites ne proposent pas toujours toutes les fonctionnalités, hein, que les accès gratuits à ces différentes plateformes. Peut-être pour comparer avec des LLM plus classiques, ChatGPT ou autres, je me suis amusé à aller poser une ou deux mêmes questions de recherche, hein, dans la version payante de ChatGPT, en lui demandant de me sortir 5 articles de référence. Je ne sais plus ce que j'avais pris, si c'était sur justement l'histoire du télétravail en lien avec la productivité. J'arrivais pas du tout au même. Puis là, ça nécessite chaque fois d'aller vérifier parce qu'on sait que voilà, il y a quand même passablement encore maintenant d'hallucinations en termes de date, hein, d'articles, enfin, puis d'existence même de certains articles. Donc, c'est vrai que je partirais plus selon le mode de fonctionnement, sur des assistants de recherche. Est-ce que c'est... C'est la minute publicitaire pour l'IPU. qu'est-ce que... Ouais. Je sais pas qui partage l'écran. Guillaume? Ah mince, On a été shooté de... Je viens de mettre Windows 11 et du coup, ça me fait des raccourcis que je ne connais pas encore. Ah ben voilà. Non mais merci, c'était le retour sur le colloque de l'IPU. Madeleine qui a une question. Oui, merci beaucoup pour la présentation. J'ai juste une petite question technique, je l'ai peut-être loupé au départ, mais quelle méthode de connexion pour avoir accès à la licence gratuite via l'école, là? Alors, oui, on l'avait dit au départ, il faut te connecter et te créer un compte avec ton adresse email à hevs.ch OK, et sélectionner la version premium. Et d'accord. il te reconnaît automatiquement. Est-ce que tu vois là sur l'écran la slide ou... Oui. Oui, Ouais, ouais. donc Je crois que je suis arrivée à ce moment-là et j'ai pas capté l'information. C'était au tout début. on ça va bien. avait reçu un mail, hein, de... Moi, on avait En automne, on avait on avait envoyé ces informations par mail également, mais ouais, elles sont là. Et puis en fait, en allant sur consensus.app et en faisant register, je pense, je ne sais plus comment ça se présente, mais en mettant ton adresse à hevs.ch, il te reconnaît et il te donne les accès auxquels on a droit. OK, Mhm. ça marche. Merci. Moi je Et rebondis. oui. Non, c'est simplement s'il y a des problèmes et autres, n'hésitez pas à me questionner à la bibliothèque. On répond toujours avec plaisir à vos diverses questions. Deuxième minute publicitaire. J'en ai prévu 12. Hein. Tu as raison. Je les ai placés à la fin. Il faut profiter. Moi j'ai juste une question sur la méthode de questionnement, parce que vous avez été directement à une question de recherche et moi, je l'ai fait, entre guillemets, j'allais dire, à l'ancienne. Donc, j'ai marqué dans mon rôle de gna gna gna, je vais gna gna gna. Enfin, vous voyez un peu, j'ai repris un peu comment on a pris l'habitude de parler à ChatGPT ou à d'autres IA en définissant un contexte, un rôle, des activités qu'on veut. Or là, vous êtes parti directement sur la question de recherche. Donc, c'est plutôt cette méthode-là pour consensus qu'il faudrait prendre. Oui, alors là, en tout cas, enfin, sans autre, en tout cas, moi, j'ai pas j'ai pas enrobé en disant je suis un spécialiste en je sais pas quoi, j'ai besoin de ça. Enfin, même,
pour la crise justement des subprimes, là, j'ai pas parlé de degré d'étudiants ou quoi que ce soit. Hein. Il m'a mis directement, je dirais, le niveau que j'attendais, hein, le niveau académique attendu. Enfin, après, j'étais assez vite aussi dans les recherches, donc il y a peut-être des nuances. On peut peut-être ouais, mettre une sorte de périmètre qui permettrait peut-être d'avoir une granularité un petit peu plus fine, mais de manière générale, sur les questions c'est un peu l'idée de consensus aussi, c'est d'arriver avec des questions directes, hein, pour obtenir justement rapidement une question fondée sur la science avec plutôt des questions fermées qui permettent à l'outil de dire oui ou non. Puis après, là-dedans, il faut quand même aller voir qu'est-ce qui fait pencher d'un côté ou de l'autre, puis pourquoi c'est plus nuancé, à quoi c'est dû. Est-ce que c'est qu'il y a un vide, c'est que ça a été fait de manière parcellaire, enfin, les différents paramètres. Mais c'est vrai que j'ai pas pris forcément Après, ça serait intéressant de voir les différences de résultats qu'il peut donner en fonction de la façon dont tu l'interroges. À la base, c'était plutôt, moi, ce que j'ai vu dans la littérature sur consensus, c'est vraiment des questions fermées, enfin, des questions qui amènent justement à pouvoir débattre ou bien répondre à une question. oui, non ou Mais, Ok. mais on voyait bien avec les exemples qu'a fait Thierry que même des questions ouvertes sur la crise ou sur d'autres te donnent des résultats et te fournissent des informations. Mhm. Ok, je vais essayer avec une question un peu plus fermée, puis une question plus hypothèse de recherche pour Je voir lui avais si. aussi demandé de faire un plan pour un état de l'art, hein, je ne sais plus sur quel thème, le métier de job coach, je crois que je m'étais amusé à lui demander ça, puis ouais, ça tenait la route. Après, il y avait certainement des points d'amélioration, mais dans les grandes lignes, ça prenait en tout cas une structure cohérente. Donc chaque fois, j'ai pas trop pris c'est vrai, de Ouais. détour. Hein, Il faut vraiment être conscient, c'est que les résultats en fait, tous les résultats qu'il va donner vont provenir d'articles scientifiques. Mhm. Donc, c'est pas comme un outil génératif qui va pouvoir prendre l'information sur des sites web ou l'information c'est vraiment la source de l'information, c'est les articles scientifiques. Ok. Je vous mets dans le chat une liste d'outils que j'en ai testé plusieurs des outils comme ça pour la recherche. Je vous mets la liste dans le chat si jamais, comme ça vous pouvez tester aussi d'autres outils si vous avez envie. Merci Guillaume. Et Moi, vous avez une liste aussi sur le site des médiathèques, je précise. Mais peut-être c'est bien, oui, il y a beaucoup d'outils qui sont proposés. ouais. Moi, je l'ai testé et ça a vraiment bien marché pour comparer des modèles en fait. Parce que souvent, on a des modèles qui prennent pas exactement les mêmes critères et puis à la fin, nous, on va essayer de trouver un gap justement dans ces modèles. Et ça marche super bien. En tout cas, moi, j'avais été épatée quand je voyais le temps que ça me prenait dans l'ancien monde pour faire ces comparaisons de modèles avec différentes références, en fait. Ben là, c'était complètement bluffant. Puis effectivement, j'ai été checker chaque référence pour voir si elles existaient. Puis on peut voir le nombre de citations. J'ai été vérifier enfin, sur Google Scholar, hein, vous voyez, si j'ai des sources pour voir si c'était vrai. Mais voilà, ouais, j'ai trouvé que c'était quand même bluffant. Et utiliser ces outils, ça nous fait gagner quand même un temps fou, en fait, finalement. Et ouais, il faut tester. Guillaume, tu vas nous dégoûter, il y en a 15, là, combien t'en as mis? Il faut qu'on essaye un ou deux. À tester, quoi. Bon, Voilà. peut-être si, très vite, hein, il y a SciSpace qui est très prometteur parce qu'il englobe tous les domaines de la recherche, y compris lecture, highlight, créer des petits euh, notebooks. Tesify, c'est pour vérifier si notre article il est bien écrit, donc ça fait un retour critique. Obsidian, c'est différent, c'est plus pour faire vraiment un deuxième cerveau avec plein de notions et de connaissances reliées entre elles. Après, c'est des choses plus spécifiques. Site, ça fonctionne assez bien. Elicit, c'est le plus connu dans la recherche actuellement, qui est très très sérieux. Et puis les autres, c'est un peu plus confidentiel, un peu moins connu, mais ça peut être intéressant à tester aussi. Je sais pas. Ça évolue très vite aussi, comme vous l'avez très bien dit. Hein. C'est des outils, d'une semaine à l'autre, ils vont avoir tout d'un coup des fonctionnalités en plus ou être plus précis. Mhm. Moi, je profite, quand je vois tous ces outils, on se posait la question au sein du conseil pédagogique si ces formats-là où quelqu'un vient avec un outil pour vous l'exposer. Enfin, moi, je trouve qu'on n'arrive pas à suivre, nous. Hein. Donc, mutualiser ces efforts-là, je pense que ça pourrait être une bonne option si par des retours de pouce, vous pouvez nous donner votre intérêt
j'ai un échantillon de 11, dont quelques conseillers pédagogiques, mais moi, je pense qu'en un petit tour, là, vous nous avez vraiment dégrossi l'outil et ça nous aide à rentrer. Parce qu'aujourd'hui, recommencer de zéro, c'est compliqué. Il y a Tiffany qui lève la main, ou bien c'était un pouce en haut. C'était le pouce. C'est vrai que Voilà. moi, dans mes favoris, je pense que je dois avoir, je sais pas, 30, 40, 50 IA, enfin, de toutes sortes. Puis ben voilà, on est aussi pris par le temps, on n'a pas le temps de tout tester. Donc peut-être sur les outils phares ou clés dans différents usages, d'avoir de temps en temps un petit input sans. Là, enfin voilà, on n'a pas non plus traité de fond en comble parce qu'on c'est aussi des nouveautés, ben voilà. Mais ça peut être instructif, puis chacun après ben, fait son marché, puis vient à tel outil en disant ouais, de passer en revue les outils majeurs, peut-être que ce soit les plus classiques ou les assistants de recherche, ça peut être, Mhm. comme moi je suis preneur également. Vu la liste qu'il nous a envoyé Guillaume, on peut te solliciter ou bien. Avec Nicolas, notre mandat s'arrête ici. Voilà. Non, c'était vraiment top. En tout cas, ça nous a donné une bonne idée des différentes utilisations qu'on peut en faire. Oui, merci Merci. beaucoup. Ouais, Oui. vraiment, merci. Vous avez 100% rempli la mission. Alors, maintenant, on est prêt pour la minute publicitaire qui suit. T'as des banderoles, Non, 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 on est là, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques par rapport que ce soit aux articles scientifiques ou aux recherches et aux éléments à me contacter à la bibliothèque dans la mesure du possible. On essaie de vous apporter des réponses. Voilà. Il a Et même puis, pas eu peur quand il a dit venir animer. merci Nathalie de me faire intervenir dans ce monde merveilleux de la pédagogie. Les conseillers pédagogiques. Pardon. Le conseil pédagogique. Oui, bah alors la porte est toujours ouverte hein, parce que c'est vrai, moi j'essaie de casser ces barrières entre nos différentes, qu'est-ce qu'il faut dire, pas institutions, mais nos différents silos quand même, parce que ce soit en parlant avec Tiffany qui est du travail social, Erika qui est de l'école d'ingénierie, on avait des gens de la santé, etc. On a tous les mêmes problématiques, on se prend tous du temps pour acquérir ces compétences et si on peut. Là, on a profité à fond de vos compétences à tous les deux en méthodo et en médiathèque pour aller plus vite. Je crois que c'est 100% de bénéf. En plus, on a été enregistré, puis j'ai rien dit pour la coupure après les questions, parce que je me suis dit que les questions étaient aussi intéressantes que finalement la présentation. Donc, moi, je pense qu'on peut arrêter l'enregistrement maintenant. Comme ça, ceux qui auraient eu des questions, qui n'osaient pas poser en étant enregistrés peuvent le faire maintenant.